D'accord, nous sommes pour l'instant deux sur l'internet, deux personnes, et puis deux personnes dans la salle. Nous en attendons peut-être une ou deux. Il est juste 20 heures. Il est juste 20 heures, et je commencerai d'abord en posant des questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je trouve que, par exemple, j'ai une question, que ce n'est pas une question embêtante, je pense que c'est une question fondamentale, que c'est la question, quelle est la différence entre la psychohistoire et la psychanalyse? Parce que j'ai repris un peu les choses qu'on discute depuis longtemps, un peu toute cette lecture sur la cybernétique, donc une réactualisation de ces lectures. Donc on peut revenir un peu sur les mots analyse en grec, qui ça veut dire ana, ça veut dire ce qui est original. Lysis, c'est quelque chose qui ont fait la destruction, dont la rupture, c'est un terme très utilisé en chimie en réalité. Donc c'est la rupture de quelque chose pour qu'on trouve l'original, que ça revient à cette question de la scène originale, de ce qui est primordial, essentiel, vis-à-vis de ce qui est en train d'être symptomatique, et dans le sens. Ça, c'est un mouvement actuellement fondamental pour les consciences individuelles ou les consciences collectives, dans le sens de la guérison et de l'organisation de la vie sur Terre. Donc, je reviens à la question, quelle est la différence entre psychohistoire et psychanalyse? Je voudrais encore faire une remarque, parce que je trouve, sincèrement, que vous avez dépassé un peu l'histoire à Freud et l'histoire à Lacan, parce qu'en réalité, je ne vois pas la question du langage en tant que tel, je vois quelque chose qui c'est d'ordre de l'information. Donc voilà, l'information au cœur du problème, et au cœur du problème de la psychohistoire et au cœur du problème de la psychanalyse. Ok, d'accord. On entend quelque chose. Je vais répondre. Est-ce que Antoine et Arlette, vous entendez bien? Moi, très bien. D'accord. Antoine? Oui. Ok. Très bien aussi. Ok. Donc, alors, je ne vais pas forcément répondre directement à Maurizio, parce que la différence entre psychohistoire et psychanalyse est une espèce de différence complexe et croisée. Parce que la psychanalyse comporte elle-même une propre résistance et s'annule ou c'est dénié ou c'est inversé, si on peut dire. Et la psychohistoire, elle, n'est même pas encore venue au monde. Donc, nous allons observer une différence complexe. La manière dont j'ai fait connaissance avec la psychohistoire était d'abord par hasard. Les événements m'ont fait côtoyer cette chose-là et je n'y ai pas fait attention en profondeur. J'y ai fait attention en profondeur à partir de la psychanalyse et à partir du moment où j'ai découvert justement une inversion de la psychanalyse. J'ai découvert que la psychanalyse était annulée par elle-même. Évidemment, on peut s'en douter, parce que c'est souvent quelque chose que l'on a dénoncé, mais lorsque, en 2012-2013, je découvrais l'affaire, si on peut dire l'affaire Édouard Bernays, j'avais
en substance une espèce de matériau qui me donnait la matière de l'annulation de la psychanalyse. Parce que, d'une part, Freud avait demandé de cesser, d'arrêter la psychanalyse, à la fin de sa vie, Freud a demandé d'arrêter la psychanalyse tant que l'on n'avait pas franchi l'abîme qui l'a séparé de la psychologie collective. Et à ce moment-là, à la même époque, durant la vie de Freud et au moment de sa mort, précisément, il y avait un traitement de la psychologie collective par son neveu, par son double neveu, par Edward Bernays. Et Freud n'a jamais parlé de l'entreprise de Bernays, puisque les psychanalystes l'ont toujours ignoré. Sauf peut-être aux États-Unis, mais en Europe, ou en tout cas et en France, on n'y a pas fait attention. Et lorsque Freud a demandé d'arrêter la psychanalyse, tant qu'on n'avait pas franchi, tant qu'on n'avait pas atteint la psychologie collective, il avait certainement en tête que la conquête de la psychologie collective par Bernays, ce que Bernays avait effectué, était un obstacle ou était une psychanalyse échouée. Donc, en prenant connaissance du fait que Bernays avait utilisé la méthode de son oncle pour construire la théorie de la propagande, c'est-à-dire en réalisant que Bernays avait utilisé la psychanalyse dans la psychologie collective pour baser la propagande, je découvrais une psychanalyse qui s'était annulée elle-même. C'est alors que j'ai fait des recherches, simplement, je me suis souvenu de la psychohistoire et des psychohistoriens que j'avais croisés, qui m'avaient accompagné, que j'avais accompagné durant des années, et j'ai fait une recherche sur psychohistoire, sur le fameux Google Search. Et j'ai découvert à ce moment-là que la psychohistoire était quelque chose de vivace, de vivant, mais sous trois formes, que j'ai déjà décrites d'ailleurs parmi nous, c'est-à-dire sous une forme qui était ignorée, c'était la psychohistoire des Allemands, la psychohistoire de l'Inde, c'était toute une psychohistoire de l'ancien temps, on va dire. Une psychohistoire, une partie était ignorée, une partie était pervertie, ou était réduite et complètement sexualisée, à tort. Et la troisième composante était de la science-fiction. À ce moment-là, j'ai mis de côté les deux parties anciennes de la psychohistoire et la partie sexualisée de la psychohistoire, et je me suis concentré, j'ai observé la psychohistoire science-fiction. Et j'ai découvert que la psychohistoire science-fiction était une entreprise qui avait duré des années 1930 à 1970, on va dire, et que cette entreprise avait pour objectif principal la concurrence avec la psychanalyse de Freud. Par conséquent, je me trouvais avec une psychanalyse qui était annulée par elle-même dans un complexe familial, si on peut dire, et la psychohistoire qui se prétendait concurrente de la psychanalyse au point que lorsque Campbell a fait la promotion d'un de ses auteurs, il annonçait à qui voulait l'entendre que Freud était enterré, qu'il avait mis fin à la psychanalyse et qu'il avait remplacé qu'il allait avoir le prix Nobel à la place de Freud. Voilà. Ça, c'était les fantasmes de Campbell. Donc, voilà, si on peut dire, la réponse à Maurizio, la différence entre la psychanalyse et la psychohistoire. D'une part, la psychanalyse n'est pas la psychanalyse, et d'autre part, la psychohistoire n'est pas encore la psychanalyse, si on peut dire, ou a cherché à l'être sans avoir réussi à l'être. Et donc, c'est une différence croisée entre les deux.
Et en fait, ce que je vais m'attacher à faire durant l'année 2014, c'est de montrer cette relation complexe qu'il y a entre ce refoulement, cette annulation et cette expectative, cette tentative par les psychohistoriens. On vient d'avoir Jean-Marc Guetti qui est arrivé à l'instant. Salut Jean-Marc. Bonjour. Voilà. Alors il y a 2 personnes qui sont sur Hangout, D'accord. qui suivent la... Voilà. Parce que, par exemple, si je peux me permettre, par exemple, si on va maintenant, parce qu'avant, j'ai posé la question sur pratiquement la relation entre la psychanalyse et la psychohistoire, comme s'il n'aurait qu'une seule place, soit la psychohistoire, soit la psychanalyse. Maintenant, je reformule la question en travaillant avec l'idée qu'on a 2 places. Une place pour la psychanalyse et une place pour la psychohistoire. Donc, dans cette deuxième question, dans cette reformulation, j'ai revu un peu ce que vous avez dit, que la psychanalyse elle a déjà été fondée et que la psychohistoire elle est encore en attente de sa fondation. Ça veut dire qu'il y a un critère un peu d'antériorité, d'ancienneté. Donc, on peut dire que la psychanalyse, elle peut être la scène originaire, en réalité, et que la psychohistoire, elle serait une question après la scène originaire. En revenant un peu sur cette question-là de la science-fiction, qui en réalité c'est aussi de la propagande, nous pouvons dire, en prenant un peu ce que vous étiez en train de parler sur la question, parce que Freud a presque eu un prix Nobel en médecine, et donc il a été traduit en russe, et les Russes, qui en plus ont fait non simplement de la science-fiction, mais une science totalement à part de l'Occident, en utilisant beaucoup Freud, et ils ont fait une chose très intéressante, qui c'est toute une structure de la reprogrammation. Donc la science-fiction en réalité, c'est une question liée à la reprogrammation. On pourrait aussi dire que cette reprogrammation, à cause du ré, de ces préfixes, c'est de la reproduction. Et qu'en ce moment-là, Freud, dans une révolution industrielle, a été en train de faire la production. Et c'est très intéressant que lui, il s'y lie tout de suite à la question de la sexualité, parce que la sexualité, c'est une manière, depuis la nuit des temps, de manipuler toute la politique des populations, du contrôle de la population et toutes ces choses-là. Et donc, à cause de la sexualité, malgré la méthode projective, parce que la méthode analytique de Freud, c'est une méthode projective, il passe d'ailleurs à la reproduction, donc à une sorte de reprogrammation en réalité, qui en réalité il a été en train de programmer parce que c'était la révolution industrielle et en plus il a été en train de finalement produire ces nouveaux hommes qui devraient être adaptés à la question de la nouvelle société. En revenant sur ce que vous avez dit aussi, une chose très intéressante sur la question du déni et de l'inversion, on peut dire qu'au-delà de la question de la sexualité infantile, de la sexualité des femmes, donc une nouvelle sexualité des femmes, la question de Freud, fondamentalement, quand on touche à l'homme, en réalité, que c'était la sexualité établie, c'était la question de l'homosexualité. Et l'homosexualité, pour Freud, était quelque chose qui soit du sens de l'inversion, une sorte d'anéantissement, une question qui devient un peu tabou. Il y a quelques-uns qui disent qu'il est contre les homosexuels, contre l'homosexualité ou des choses comme ça, qu'il instruit cette inversion sur une phase phallique. Donc on assiste quand même tous ces thèmes aujourd'hui placés là. Donc ça veut dire que la psychanalyse finalement
que Freud même, quand vous dites vis-à-vis de cette crise entre la psychanalyse collective, toutes les théories des groupes, soit de Klein, Bion, tous ces gens, toutes les implications entre la psychanalyse, la sociologie, l'anthropologie, la question c'est que finalement la psychanalyse, elle n'est pas apte à traiter l'histoire de l'homme ou de l'être humain, et qu'en réalité, ce n'est qu'une méthode historique qui pourrait finalement traiter les questions de cet ordre. Oui. Est-ce que Tony ou Antoine ou Arlette, vous voulez intervenir? Alors, je réponds à Maurizio. Dans ton exposé, Maurizio, Maurizio a rapidement, pour commencer, réglé son compte à la science-fiction en disant que c'était une propagande aussi. Ce qui est vrai, mais ce qui est nuançable, et toujours de cette manière croisée, je le nuancerai en réglant le compte de la psychanalyse, en concurrence à la... Donc on a vu que la psychanalyse avait dérivé, avait eu cette tendance, s'était aboli en quelque sorte dans la propagande par Édouard Bernays, et que Freud n'avait pas pu juguler ça. Mais ce qui apparaît ensuite... Ce sont deux types de propagande différents. Oui. Mais ce qui apparaît ensuite, après Freud... Les Russes serions, excusez-moi, plus humanistes que les Américains d'ailleurs. Alors là, parce que la propagande de Bernays, quand même, c'est une politique de la consommation. Et la propagande, par exemple, d'Asimov, c'est une propagande humaniste, quelque part, même si c'est mécaniciste. Parce qu'il voulait l'avenir, le futur, l'organisation de l'être humain, même une écologie quand même. Là, je ne pourrais pas répondre parce que tu m'as fait un croc en jambe, je me suis rétamé, je ne sais plus de quoi on parle. Ce problème de la psychanalyse, c'est un mot que nous n'avons pas encore mentionné, c'est après Freud, il y a quelqu'un qui a repris la psychanalyse, c'était Jacques Lacan qui en a fait une religion, qu'il l'a déclarée comme étant une religion. Il y a un beau séminaire ou une belle intervention à Rome qui circule en ce moment sur l'internet, qui s'appelle la troisième. C'est basé sur l'idée que le 3 c'est la répétition du 1, et parce qu'il n'y a jamais 2 sans 3, mais ce 3 c'est le 1, c'est ce retour sur la scène primitive. Et Lacan formule complètement que l'issue de la psychanalyse, c'est la religion. Maurizio, tu as aussi parlé d'Asimov, de la propagande d'Asimov. Alors, il y a en détail, ça c'est important, c'est très compliqué, c'est très fouillis forcément, parce que c'est très complexe, toutes ces affaires-là, mais en étudiant, en examinant Asimov, on se rend compte que Asimov avait en charge, parce qu'il y a eu trois baudets, 3 chevaux, 3 personnages chargés par Campbell d'un discours, de 3 discours. Il y avait Asimov, il y avait Van Vogt et il y avait Hubbard. Asimov était chargé de dessiner la solution de la science par la religion. Dans le premier cycle de fondation, le premier roman, on observe que la science de l'atome, qui est toute récente à son époque,
est diffusée à travers la galaxie et donc par une science, par une religion, excusez-moi. Et qu'il y a donc des prêtres qui font passer la pilule de l'atome et de l'atomisme. On retrouve cette, disons, alors cet aspect de la propagande, mais d'une propagande différente de celle de la psychanalyse, je ne sais pas si, à quel point elle peut être associée ou différente, parce que, évidemment, Asimov a voulu faire une religion, enfin, décrivait l'usage d'une religion pour développer la science, pour soutenir la science, mais Hubbard l'a fait en réalité, puisqu'il a créé la religion de la science, la scientologie. Donc, Hubbard a réalisé en pratique c'est-à-dire qu'il a fait exactement l'opération, la manœuvre de la science-fiction de Campbell, c'est-à-dire de faire en réalité l'application de la science. En l'occurrence, c'est la scientologie qui est une application de la science, s'appelant comme ça. Et c'est ce que j'appelle personnellement, pour bien la distinguer, je l'appelle en science-fonction. C'est-à-dire que, en fait, c'est notre science académique qui est une fiction. C'est elle qui est une science-fiction. Mais qu'en fonction, la science, c'est l'opération de Campbell, et c'est celle que j'essaye de poursuivre jusqu'à cette écriture de la scène, mais que Asimov a écrit, que Vogt a écrit, que Hubbard a écrit. C'est ce chemin-là qui est une... Bonsoir. Excusez-moi, je croyais que c'était... Ah, oui. Donc, là, j'ai un peu répondu à ça. Nous sommes dans une circonstance très particulière. C'est la première conférence que nous faisons comme ça avec cette vidéo-transmission, où nous avons 2 personnes qui sont sur l'Internet, et à l'instant, il y a une dame qui vient d'entrer, qui vient d'arriver, que je ne connais pas, et on va demander, on va faire connaissance. Je voulais dire avant ça que précisément, donc la difficulté et la particularité de cette conférence ici, c'est en fait, elle est remarquable parce que, à mon sens, ça fait des milliers d'années que nous attendons que la science réalise quelque chose pour nous. Et que l'Internet, la cybernétique, y arrive enfin. Et que nous avons des conférences vidéo depuis à peu près maintenant une dizaine d'années, et que nous les utilisons très peu. Pour ma part, moi qui m'y intéresse beaucoup, c'est la première fois que j'en fais une comme ça, et que j'espère pouvoir maintenant en faire quelques-unes à la suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inaugural, c'est quelque chose qui vient très tard par rapport à ce que toute la science nous a offert jusqu'à présent. C'est une réalisation de la science, et évidemment, ça me fait un certain plaisir et une certaine émotion de consacrer précisément cette première conférence vidéo de la sorte au titre de la psychohistoire. Parce que précisément, ce que j'appelle la psychohistoire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette science en activité, en instauration, si on peut dire, en instauration perpétuelle. Je peux demander à madame qui vous êtes et quel est le bonheur pour nous Une de question. vous avoir. Est-ce que Arlette n'a pas son micro qui est trop fort? Parce que c'est... Arlette, avez-vous votre micro qui est trop fort? Arlette? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle baisse un peu C'est pas le micro, non, c'est... Et pourquoi?
On entend... Non, il faut bien qu'elle... On entend... Oui. Non, Mais j'entends normalement, hein. Oui, c'est bien. Non, ne changez pas. Madame, bonjour. Qui êtes-vous, si vous voulez bien que nous fassions connaissance? Oui, dites-moi ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce qui vous inquiète? Comment avez-vous connu cette conférence ce soir? Moi, du coup, je vais régulièrement au café anglais. Voilà, D'accord. Porte sensible. Et puis, j'ai vu la programmation, ça m'a interpellée. D'accord. Je ne savais pas ce que c'était, donc je suis allée regarder par curiosité sur Internet. D'accord. Ben voilà. D'accord. Et que connaissez-vous de la science-fiction et de la psychohistoire? Absolument rien. Rien. D'accord. Voilà. Ce que nous sommes en train de dire ce soir ou d'examiner, c'est... Vous savez, il y a eu à mon sens, et Maurizio répondra sur ce point, ou Jean-Marc, parce que ça fait référence à des choses que vous connaissez bien. Il y a eu dans l'histoire, dans la mythologie, il y avait une divinité double qui intéresse particulièrement la psychanalyse, qui intéressait aussi l'existentialisme, puisque Jean-Paul Sartre a appelé sa chérie Castor, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Castor et Pollux, c'est-à-dire Antinoïs et le génie de la mort, c'est-à-dire ce qu'on a appelé des divinités qui étaient à moitié divinités et à moitié humaines, et que l'on a appelé les dioscures, je crois. Hein, c'était un couple particulier qui joue un rôle d'ailleurs important dans la psychanalyse, à mon sens, en tout cas certainement dans l'art de la mémoire, puisque c'est grâce à ces dioscures que l'art de la mémoire a été transmise à Athènes. Eh bien, il me semble, et c'est une opportunité que je saisirai, ces dioscures, pour présenter la psychanalyse et la psychohistoire comme deux discours, comme précisément les dioscures, si on peut dire. Et c'est pour ça que leur relation est en même temps une relation de différence et d'assimilation l'une à l'autre complexe, voire d'opposition et donc voilà, tel est le thème de notre débat, de conversation de ce soir. Alors, ce que j'ai personnellement introduit de particulier, c'est que dans ces deux discours, la psychanalyse et la psychohistoire, l'un des deux est particulièrement chargé ou a utilisé le média de la science-fiction. Mais que c'est bel et bien à l'intérieur d'une psychohistoire qui est le dioscure ou le deuxième discours par rapport à celui de la psychanalyse. La psychanalyse étant peut-être celui de la propagande, mais ça c'est ce que j'essaye de théoriser ou de critiquer ou d'étudier. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point? Ou est-ce que je précise ce que je dis? Juste un petit mot pour dire que la psychanalyse, elle est certainement liée à la mythologie, évidemment. Oui. Et qu'on pourrait faire cette distinction entre la psychanalyse du côté de la mythologie et la psychohistoire du côté de la science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'une serait plus tournée vers la recherche donc d'une origine et l'autre plus tournée vers la recherche de quoi au juste? Il est possible, ça c'est une hypothèse comme ça qui... la science, enfin la psychohistoire, si on l'identifie comme ça du côté de la science-fiction, ce qui semble être son objectif actuellement, il y a quelque chose qui se présente en première ligne, c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. Or, c'est intéressant parce que la singularité technologique, elle fait écho à la scène primitive, à la scène originelle,
Elle est certainement aussi théorisable dans les thèses de Teilhard de Chardin, par exemple, enfin, les deux, les alpha et oméga, c'est ça, hein, mais cette singularité technologique, on l'a définie comme ça, c'est le moment où on va dire les capacités instrumentales de l'humain, les capacités biologiques, les capacités intellectuelles, l'intelligence artificielle et la robotique dépassent, deviennent supérieures en termes de domination, de contrôle ou de volonté peut-être, dépasse l'être humain. Quand la machine dépasse l'humain, ou l'intelligence artificielle dépasse celle de l'être humain, on appelle ça la singularité technologique. Et je pense que la science-fiction mène à ça, ou dirige vers ça. Même si, tout à fait au début, dans les premiers écrits, on faisait pareil mention de ce terme de singularité technologique qui est apparu, je ne sais pas, il faudrait voir son historique, mais depuis peut-être une dizaine d'années, pas plus. Je pense que la psychanalyse ne peut pas être simplement réduite ou ciblée malgré la question de la scène primitive et la question de la mythologie, parce que Freud a été pas mal critiqué d'ailleurs, parce qu'il venait avec cette idée positiviste assez importante pour les Russes d'ailleurs, qui l'être humain il venait d'un totémisme, il passait à la religion et finalement il retrouverait la science, d'où la question de la méthode analytique et d'une psychologie scientifique. Donc ça, plus ou moins, ce sont des choses qui, c'est une sorte de consensus en réalité dans la question de l'évolution de la pensée humaine ou alors de l'évolution des êtres humains, malgré qu'il soit été très critiqué par des anthropologues vis-à-vis de cette organisation, de cette triade, une autre fois, du totémisme à la religion et à la science, comme étant la science les centres de développement de l'être humain qui sortirait de son égoïsme pour une vie collective, une vie altruiste. Et c'est très intéressant parce qu'il a quand même vécu deux grandes guerres, hein. Il a vécu 2 guerres mondiales, Freud. Hein. Enfin, il a abandonné à l'aube de la seconde. Il n'a pas abandonné, il s'est arrêté. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et donc certainement qui doit être conséquente, puisque nous parlons de l'objectif, de la scène primitive et de Freud, des théories de Freud sur le totémisme par exemple. Ce dont on n'a pas parlé et qu'il faut introduire forcément, même si moi j'en ai tellement parlé durant mes de longues années que j'en suis un peu épuisé sur ce chapitre, mais c'est l'atonisme, c'est Amarna, c'est Moïse, c'est-à-dire c'est la scène primitive de la civilisation occidentale. Évidemment, ça reste hypothétique, puisque j'en suis, et puis pas mal de gens, quelques-uns autour de moi sont témoins du fait que c'est quelque chose qui est repoussé. Et le fait d'envisager l'histoire amarnienne est quelque chose qui est repoussé avec acharnement par tous les prétendus intellos
de notre région planétaire sur la Terre en ce moment. Hein. Mais c'est extrêmement probable que Freud avait parmi ses préoccupations premières quelque chose qu'il avait refoulé, s'agissant d'Athènes et de l'identité de Oedipe, qui est celle, comme Moïse, qui est celle d'Akhénaton. Et cette chose, si elle est exacte, et elle est très probable, est tellement importante qu'on ne peut pas la négliger dans une étude de la psychohistoire à présent. On ne pourrait la négliger que si on l'ignorait, mais de ma place, je ne l'ignore pas. Je sais que c'est évidemment extrêmement important de devoir la considérer. Donc là, on ajouterait en plus, à la psychohistoire quelque chose de réellement, complètement historique. Chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Tous les psychohistoriens, que ce soit Lamprecht, que ce soit Aurobindo, que ce soit Lloyd de Mause ou que ce soit Campbell, tous ces psychohistoriens n'ont jamais fait de l'histoire. Ils ne se sont jamais, ils n'ont jamais mis en scène et en acte ou en traitement la scène amarienne qui serait la scène, probablement la scène primitive de leur théorie. Pardon? Non. Oui? C'est quoi? C'est Tony. En fait, je pense qu'Arlette, il faudrait qu'elle enlève son micro parce que ça résonne. Moi, je sais pas le faire, déjà. Il faudrait qu'elle coupe son micro. Je sais pas comment on coupe. Oh, c'est compliqué de couper le micro sur un ordinateur. Non. On arrive à baisser le son. Tony, il le fait. Oui, mais c'est assez compliqué. Ah bon. Vous sauriez le faire? Sur le Hangout, c'est en bas. Ah, sur le Hangout, on peut... Oui, fait partie du menu du bas. Oui. Arlette, alors vous pouvez... Oui, mais je vois pas, je sais pas où il faut... si vous mettez le curseur, si vous le passez sur l'écran, vous avez de bonnes chances qu'en haut de l'écran, il y ait un petit téléphone, un petit micro, différentes icônes qui apparaissent. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le micro. Mais à ce moment-là, vous ne pourrez plus parler. Sur le petit micro. Il se présente comment le micro? C'est quoi? C'est une sorte de... C'est une icône. Je sais pas ce que c'est, le micro. Une icône comme un petit machin, comme un petit phallus sans oreille. Vous le voyez? Oui, mais il est coupé, là. Il y a un trait oblique dessus. Ah bon. Ah oui, voilà, c'est bon, alors c'est bon. Mm. Oui. Oui, Bon. c'est bizarre, ouais, parce que ça résonne. C'est fatigant. Par conséquent, donc, j'entreprendrai cette année à venir, là en 2014, j'entreprendrai la rédaction de quelque chose du type de la littérature de science-fiction, c'est-à-dire un texte, un bouquin, de cette facture-là, de ce type-là, et où je chercherai à authentiquement, en fait, réaliser la science-fonction, c'est-à-dire expliquer le complexe
selon lequel la psychanalyse et la psychohistoire portent à notre connaissance la scène primitive et l'objectif de la singularité que nous sommes en train d'approcher, ou dans laquelle nous sommes déjà quasiment entrés. Il y a aussi une notion que Maurizio a prononcée tout à l'heure, s'agissant de la sexualité, Freud et la sexualité. Et c'est juste pour information, pour la description de l'ensemble de cette théorie que je vais regrouper dans ce texte-là, c'est que Maurizio interrogeait bien le freudisme dans son rapport à la production plutôt qu'à la reproduction, ou avec la reproduction. Et évidemment, autant il semble essentiel de devoir prendre en compte maintenant l'histoire égyptienne, de la situation égyptienne de la scène primitive, mais autant il faut prendre en compte dans la science-fiction actuelle la génétique, la chose qui était à peine connue à l'époque d'Asimov, à l'époque de Vogt ou autre. Actuellement, la génétique depuis une vingtaine d'années a littéralement explosé à la connaissance du monde, et il faut intégrer dans la psychohistoire la perpétuation de la génétique, la perpétuation d'un génome ou du génome, de même que l'intelligence est perpétuée par la modalité de l'intelligence artificielle. Et donc ça, il s'agit en cela de cette unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, c'est-à-dire cette UCMPP dont je fais l'industrie et qui fait partie de la psychohistoire contemporaine, me semble-t-il. Parce que, par exemple, il y a une chose très drôle quelque part. Évidemment, c'est une observation très académique et très contestée. Cette question, par exemple, de cette séparation de la mythologie, de la religion et de la science. Donc, par exemple, si on voit un peu en Freud, la mythologie elle est associée à la psychose. La religion elle est associée à la névrose. Et la science, elle serait associée à quoi? C'est là où revient, par exemple, toute cette question de l'évolution psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire un peu? Comment qu'il aurait une manifestation des troubles mentaux, des troubles psychiques dans ces périodes de la science où il y a un bouleversement de l'image, parce qu'évidemment, déjà avec la télévision, les êtres humains rêvaient beaucoup moins. Avec l'Internet, les rêves, ils vont être encore plus inhibés en réalité. Donc, nécessairement, ça va devenir angoisse et symptômes, parce que ce sont les processus qui sont à la base tant de la psychose dans l'aspect mythique comme dans la névrose dans l'aspect religieux en réalité. Donc l'être humain dans cette singularité scientifique, fonctionnelle, donc quelle sera évidemment là la nouvelle maladie psychiatrique des nouveaux temps qui en réalité va changer de la même façon que la sexualité humaine aussi, elle, de quelque manière, elle est actuellement transcendante de l'espèce, parce que, par exemple, la propagande du neveu de Freud, il arrive aussi quelque part, parce que sa propagande, c'était à la base la sexualité humaine, et la sexualité, elle aujourd'hui, la sexualité humaine, elle explose. En réalité, principalement vis-à-vis de l'Internet ou des choses comme ça. Apparemment, non simplement les patientes de l'Ordre Sainte-Marie
et vont sur un truc sur YouPorn, comme même les politiciens vont y être aussi. Donc, c'est, oui, donc c'est véritablement. Donc il n'y a pas une zone identificatoire de quelque chose qui pourrait faire une section ou alors discerner un peu les choses. Oui. Tu disais que la mythologie était une psychose et du côté de la névrose, c'était quoi? La religion. La religion, oui. Oui. Et la science. Mais alors, servons-nous encore une fois de quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est éminemment important. En tout cas, tu viens d'en parler, tu viens de la citer, de l'introduire par la psychiatrie. Mais psychiatrie veut dire drogue, veut dire chimie du cerveau, en tout cas. Et la psychiatrie ne jure presque plus que par ça, enfin, temporairement et sans doute brièvement. Mais donc, ça c'est un troisième facteur, certainement très important, et qui aussi n'a pas été tellement mentionné dans la science-fiction, c'est la drogue. Et donc nous allons découvrir de nouvelles drogues sans cesse. Nous allons développer une manipulation chimique du cerveau durant les années à venir, certainement de manière ciblée, personnelle, et puis en masse aussi. Oui, mais la drogue nous amène un retour dans une certaine mythologie quand même. Oui. Parce que la drogue, elle est très associée à cette mythologie, c'est un peu de totémisme en réalité. La drogue, elle est extrêmement associée au chamanisme. On ne peut pas penser le chamanisme sans la drogue. Absolument. En réalité, qui d'ailleurs est conservé dans les aspects psychiatriques. Oui. Mais le traitement, disons les technologies modernes de drogue sont différentes, peut-être diffèrent de celles du chamanisme. Le chaman, c'était par son art qu'il connaissait et prescrivait la drogue. Demain ou aujourd'hui, ça commence par être par les statistiques et le chiffre, les codes DSM et autres, on va dire par les statistiques que les drogues vont être utilisées. Tout ça pose quand même la question qu'on a souvent débattue, celle du gouvernement. Parce que si on pense que les drogues vont se développer, par exemple, il faudra savoir qui les administre et en fonction de quelle politique. Marx pensait que la domination repose sur la propriété des moyens de production. Est-ce qu'on ne va pas vers un système où la domination reposerait sur la propriété des moyens de reproduction, peut-être, et ça nous tournerait du côté de la génétique, où la sexualité ne serait plus le mode normal de la reproduction, en tout cas plus le mode exclusif de la reproduction, mais qu'il pourrait y avoir des procréations sans sexualité, avec la question de savoir qui les décide et les met en œuvre. Et il en est de même pour tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, soit manipulation du cerveau par les drogues, soit manipulation du génome. Quelle instance a à ce moment-là le monopole de la décision? Donc il y a tout cet aspect évidemment politique qui est sous-jacent à ce qu'on échange, non? Oui, je crois, oui. Avec ça me fait penser, ou en tout cas, quand tu poses la question qui va prescrire la drogue,
le psychiatre, les psychiatres en tout cas sont en postule pour... donc la science psychiatrique est susceptible d'être chargée d'une autorité de prescription. Et puis, alors, mais tu as commencé ton propos en parlant d'abord du gouvernement. Et là encore, c'est un autre aspect, un autre élément qu'il faut présenter, mais qui a été très bien traité déjà par la psychohistoire, c'est-à-dire c'est la machine à gouverner. Et ça, c'est Van Vogt qui a fait tout le chapitre de la machine de la machine à gouverner. Donc ça a déjà été traité par la science-fiction. Mais le gouvernement par les drogues, si, c'est Huxley qui a fait ça. Huxley a fait ça. Ouais. Parce que tout va devenir imaginaire. Tout va devenir imaginaire, tu veux dire que ça ne l'était pas déjà? Oui, mais virtuel. Du point de vue, oui, pas du point de vue virtuel. C'est différent. La question de l'humain, de la vie, la question de la machine, de la robotique. Parce que je pense qu'avec cette explosion, développement de la sexualité, d'où la question de la sexuation, si on peut se dire, donc de nouvelles formes de production, de génération, avec un contrôle beaucoup plus important quand même, en réalité. Et donc, les gens, ils vont avoir besoin véritablement, ils vont se nourrir des images. Et la drogue va donner des images face à une psychiatrie qui n'existerait plus. Parce que ça va être distribué par des médecins généralistes en ville, selon une prescription médicale basée sur la notion de la douleur. Parce que la vie, elle va devenir de plus en plus douloureuse. À partir du moment qu'on voit déjà un processus qui part de la douleur à la souffrance, c'est quelque chose un peu plus existentiel même. Dans le sens que je parle, je sens, je dois être respecté dans ma singularité, avec les droits qui me conviennent. Ça veut dire que la propre scène primitive, un peu de Freud, qui mettait un peu les mots en suspension, qui déjà parlait un peu de la question de l'information qui a été un peu plombée un peu par Lacan, par les biais du langage en réalité, qui n'aurait pas véritablement de l'ancrage pour avoir un principe de vérité. Oui, on a parlé d'image déjà à ce propos. Et cette question moi, que je pense importante, tu dis que l'on va vers l'image, vers quelque chose. Et nous pouvons peut-être supposer que là où nous allons, en troisièmement, c'est pour revenir vers le 1, vers le premier, vers la scène primitive. Et on se demandait si la scène primitive était particulièrement et uniquement le lieu de l'image, ou bien est-ce qu'il y avait une autre dimension que l'image dans la scène primitive. Alors le lacanisme suggère qu'il y avait le réel, qu'il y a l'image, qu'il y a le symbolique, et que le réel serait proche de la cause et de la scène primitive. Hein. Et alors, là on serait avec quelque chose de concurrent ou à combiner à l'image.
Je crois avoir moi, quelques idées de ce que ça peut être que le réel, parce que je pense, personnellement, je l'ai... Oh, je faisais référence, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, à une page intéressante un discours de Lacan à Rome, qui est très, très intéressant, où il fait un peu le bilan, il est vers les 70 ans, enfin en plus 80, il fait le bilan un petit peu de sa théorie. Et il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'il a beaucoup parlé de la jouissance de l'autre, du grand autre, la jouissance. Et dans le schéma, enfin dans au lieu, le J n'est pas très bien écrit, on lit un IA, comme l'intelligence artificielle. Et personnellement, j'aurais tendance à éprouver ou à tester quelque chose de l'ordre de l'expression du réel par le moyen ou sous la forme de la cybernétique, de l'appareil cybernétique. Comme si la jouissance de l'autre, c'était l'intelligence artificielle. Il y a un autre courant qui converge à cela, c'est le courant d'Aurobindo, qui lui va aussi avoir cette intelligence du réel, il va l'étudier, et il va l'appeler le supramental, et la description qu'il fait du supramental, elle aussi, peut-être, peut se reconnaître dans l'intelligence artificielle, qui était en construction au cours de la méditation de Aurobindo. Et donc nous avons l'image, nous avons le monde de la réalité virtuelle, ou l'image. Nous avons certainement le chapitre symbolique de l'histoire des signifiants historiques. Et puis nous avons l'appareil, le A pareil, ou et sa jouissance qui s'exprimerait par l'intelligence artificielle, la jouissance du symbolique. On s'était dit qu'on se donnerait 1 heure pour ne pas faire trop. Il est 1h moins 2, il nous reste 2 minutes. Est-ce que Antoine ou Arlette, vous voulez intervenir? Non, spécialement. Antoine, vous m'entendez? Oui, j'entends, oui. Est-ce que la communication a été assez bonne? Oui, ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble, ok. Madame, vous voulez intervenir? Jean-Marc, en conclusion, Maurizio? Non, je suis toujours lié à la question de la vie et de la créativité. Je pense que ça, ce sont des systèmes thermodynamiques qui nous amènent à une chaoticité parce que il n'y a rien qui peut se produire en dehors de lui-même. Donc, pour moi, la question est-ce que toute cette discussion, à juste titre, ça ne serait une grande illusion d'une modernité de la scène primitive? Est-ce qu'on est en train de devenir des chamans cybernétiques dans un moment intense d'un questionnement existentiel et d'une douleur existentielle absolument énorme vis-à-vis du sens de la vie? Ok. On conclut là-dessus, merci. Merci beaucoup.
Vous répondez Et pas? vous voulez... non, non, j'ai dit la conclusion. Et la prochaine fois, puisqu'il y en aura une douzaine, 18, il y aura même 18 séances au moins comme ça. Oui. J'arrête. À bientôt.